on se retrouve dans Face à Michel Onfray pour notre rendez-vous du week-end sur CNews. Bonjour Michel. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour une heure d'échange sur l'actualité avec votre point de vue de philosophe et d'écrivain sur les grands débats qui traversent notre société. La question de la violence des mineurs a encore marqué cette semaine et chacun cherche à trouver la bonne réponse à la fois pour punir mais aussi éduquer ceux qui sombrent parfois dès le plus jeune âge dans la violence et la barbarie. On va aussi évoquer l'Europe. Après le grand discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, il a mis en garde contre la mort de l'Europe. S'il n'y a pas de sursaut, on va voir de quoi il parle, de quel sursaut il parle. Je suis sûre que ça va vous inspirer. Et puis nous sommes à 5 semaines des élections européennes. Près d'un Français sur deux dit qu'il ne veut pas se rendre aux urnes le 9 juin prochain. Faut-il s'en inquiéter? Était-ce prévisible? Là aussi, j'attends vos réponses avec impatience. Enfin, au registre des grandes questions sociétales, le débat autour de la gestation pour autrui. La GPA a fait un retour fracassant à la faveur d'une réaction de Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux élections européennes. Elle condamne cette technique de procréation qui revient selon elle à une marchandisation du corps des femmes. Je sais que vous êtes souvent exprimé à ce sujet-là, c'est un sujet qui vous concerne. On entendra les arguments des uns et des autres. Et puis on aura ce sondage très éclairant aussi sur ce que pensent les Français. Ils sont une majorité, 59%, à être favorables à cette façon d'avoir des enfants. On va en débattre tous les deux au cours de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de la violence des mineurs qui ne cesse de revenir en boucle dans l'actualité avec des adolescents âgés, je le disais parfois de 14-15 ans, qui sont capables de la pire des barbaries. L'enterrement du jeune Philippe à Grande-Synthe, il avait 22 ans, s'est déroulé cette semaine. Avant de s'intéresser à la façon dont il faut punir, évidemment, j'aimerais juste vous demander si éduquer, ce n'est pas au moins aussi important, Michel. Il faut les deux, c'est-à-dire que souvent la droite pense qu'il faut, Oui. éduquer sans punir, non, l'inverse, il faut punir sans éduquer, et puis la gauche pense l'inverse, il faut les deux. Bien sûr, simplement c'est quoi l'éducation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on éduque et qui éduque et comment s'y prend-on? Quel est le programme d'éducation? Comment peut-on imaginer qu'on puisse déradicaliser certains enfants, éduquer des enfants qui n'ont jamais vu de père ou de famille, etc. C'est compliqué, hein. Je ne suis pas très sûr qu'on puisse avoir une formule magique en nous disant l'éducation ou la rééducation, pour le coup, ce serait ceci plutôt que cela. Et on a aussi des témoignages de parents qui sont débordés, qui sont démunis face à la violence de leurs enfants. On a eu le témoignage très fort d'une maman, voilà, qui est la maman d'un des 3 mineurs qui est mis en examen à Grande-Synthe dans le cadre de l'assassinat de Philippe. Elle a témoigné à visage couvert auprès de Fabrice Elsner de CNews. Elle se demande ce qu'elle a loupé dans l'éducation de son enfant. On va l'écouter parce que ça a beaucoup de sens. Écoutez-la. Je suis pas du tout responsable parce que quand il était à la maison, en fait, ça veut dire en gros, soit il a attendu que je dormais pour partir. Je lui ai fait confiance, je lui ai dit, toi c'est bizarre que t'es rentré si tard. Il me dit, non maman, je te jure, il me dit, la preuve, je suis là. Mais bon, si vraiment mon fils est dedans, que je pensais qu'il n'était pas de base, mais vu la police qui le prenne, il faut pas non plus se voiler la face que effectivement il doit être dedans. Et je me demande si j'ai loupé quelque chose sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Et je comprends pas ce qu'il a dit le Premier ministre là, pour le couvre-feu. Eh ben, je trouve ça normal. Ok, peut-être mon enfant s'est retrouvé dehors à cette heure-là, mais on n'est pas derrière eux tout le temps. Vous voyez, nous, on leur dit de pas sortir, qu'il est interdit de sortir, que de base, la nuit, c'est fait pour dormir. C'est fait pour rester à la maison, c'est pas fait pour traîner dehors. Faire quoi dehors, la nuit? Est-ce que ça vous interpelle, ce témoignage, Michel Onfray? Ça dit beaucoup de choses quand même de l'état des parents aujourd'hui. Oui, alors bon, là, la voix est masquée. J'ai entendu aussi une autre dame, la voix était également masquée. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais enfin, elle disait des choses étonnantes en disant ah non, mais mon enfant, il n'est pas. On lui disait il était déscolarisé. Il dit ah non, il n'est pas déscolarisé. Il dit juste il va plus à l'école. Après, on dit il avait des problèmes avec la police. Ah non, il n'avait pas de problème avec la police. Il y a juste eu un problème avec un cambriolage. Et puis, etc. C'est-à-dire qu'on se dit voilà, quelqu'un qui ne comprend pas le réel. Comment une femme, une mère de famille qui ne comprend pas le réel, pourrait-elle transmettre à l'enfant le sens du réel? Mais là, elle dit juste je ne sais pas ce que j'ai loupé. Oui. Est-ce qu'il y a encore des notions d'autorité parentale dans certaines familles? Je voyais aussi avec cet autre reportage, je vous dis encore une fois, je ne sais pas si c'est cette personne, mais qu'elle disait il y a un problème avec son père, le père n'existe plus, le père de temps en temps il est en prison, il a fait de la prison, je ne sais quoi. Donc les gens qui nous disent mais je comprends pas. Je comprends pas, moi je comprends si, assez facilement. Qu'est-ce que vous comprenez? Je comprends que s'il n'y a pas d'autorité à l'école, s'il n'y a pas d'autorité dans la famille, s'il n'y a pas d'autorité à la maison, et que d'une certaine manière, quand il y a un peu d'autorité, que c'est la police qui l'a fait, on se retrouve au tribunal, mais qu'il n'y a pas d'autorité, parce que de toute façon on vous dit bon ça ira comme ça, bon on ne punit pas, bon c'est ce que ça d'appeler les malheurs de la vertu et les prospérités du vice. Il y a des prospérités au vice aujourd'hui, pourquoi serait-on vertueux? D'accord, mais on est à l'ère des enfants tyrans, des enfants rois, on a même dépassé l'ère des enfants rois. C'est vrai.
Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'autorité possible? Non, ça se décrète. On ne peut pas décréter le retour de l'autorité avec un mouvement de menton comme Attal en disant on va remettre de l'autorité. On ne remet pas de l'autorité dans l'État comme on remet de l'eau dans une carafe, quoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a fait tout s'effondrer. Vous savez, l'autorité, c'était le pouvoir qui venait d'une puissance supérieure. Saint Paul disait d'ailleurs dans la lettre aux Romains que tout pouvoir vient de Dieu. Donc tant que Dieu vient et existe, ça va bien. C'est-à-dire on explique effectivement que l'homme qui a le pouvoir, il détient le pouvoir. Et puis après ça, de Dieu et de la transcendance. Après ça, on a un Rousseau qui nous dit mais le pouvoir, il ne vient pas de Dieu, il vient des hommes. C'est le contrat social, c'est la nation. Et aujourd'hui, il y a un effondrement de la nation. C'est-à-dire qu'on ne consulte plus le peuple, on se moque absolument du peuple et le peuple dit mais ils font leur petite cuisine, les politiciens, mais ça ne nous regarde pas. Donc chacun retrouve un peu l'état d'esprit de la jungle et effectivement les enfants se retrouvent dans une jungle où on fait le kéké, on fait le malin, on se filme. Et on ne sait pas ce que c'est que tuer. On donne des coups, puis on dit après, vous savez, ce sont vos coups qui ont tué. Qui ont tué quoi? Qui ont tué qui? Mais enfin, je ne savais pas que j'allais tuer, etc. On entend tout ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de famille, mais il n'y a pas non plus l'école qui derrière n'est pas non plus dans cette logique d'une répression digne de ce nom, d'une répression affectueuse, je dirais. S'occuper des enfants. Moi, j'étais assez turbulent au lycée. J'ai eu la chance d'avoir un proviseur, comme on ne disait pas à l'époque, enfin, on disait un préfet de discipline, qui était un ancien gendarme et qui, lui, à un moment donné, s'est mis à côté de moi. Il vous a cadré. Il m'a dit bon, tu veux être puni, tu le seras pas. Je vais pas te punir. Maintenant, on va passer un contrat tous les deux. Tout de suite, on a passé un contrat parce que il y avait une figure d'autorité. Et cette figure d'autorité m'a dit faisons ensemble un certain nombre de choses. Tu vas me dire ce que tu veux faire, pas faire. On va voir ensemble, etc. Il y a plus ça. Aujourd'hui, on dit bah non, il n'est pas coupable, c'est une victime. Il y a son père, il y a l'époque, il y a ceci, il y a cela, etc. Et la déresponsabilisation, elle va aussi avec cette espèce d'effondrement de l'autorité. Plus personne n'est responsable, plus personne n'est coupable. Mais en revanche, on voit des responsables et des coupables partout où ils ne sont pas. Donc c'est le règne du nihilisme généralisé. Vous avez évoqué Gabriel Attal. Il s'est rendu cette semaine à Nice pour visiter un internat éducatif. C'est une des solutions qui sont proposées pour éviter que de jeunes adolescents à la dérive ne tombent dans la délinquance. On va écouter un échange extrêmement symbolique à mes yeux entre les jeunes qui sont dans cet internat pendant les vacances scolaires, uniquement pendant les vacances scolaires, et le Premier ministre. Écoutez la teneur des mots employés, puis vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non, bah c'est rassurant. Voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait c'est peut-être pas utile pour vous. Non, donc pas content d'être là, mais là quand même, parce que c'est vos parents qui vous ont dit il faut y aller. C'est ça? Qui veut témoigner? Vas-y. Ma mère, elle m'a forcé, c'est tout. Elle t'a forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer? Elle m'a dit que j'allais partir en vacances. D'accord. En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il y a rien. Et pourquoi tu voulais pas? Pourquoi tu voulais pas, toi? Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout. Dehors? Et pour faire quoi dehors? Je sais pas, sortir avec mes collègues, manger dehors et tout. D'accord. Bon, mais ici, tu vas être avec d'autres jeunes. Toi, comment ça s'est fait pour toi ici? Non, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé, elle m'a forcé. Elle m'a dit que c'était bien. Et je vois que c'est pas bien, là. Voilà pour les mots, à la fois les mots, la teneur, la forme, et puis le fond, c'est-à-dire ils sont là, ils ont une espèce d'uniforme jogging pour signifier qu'ils sont dans un milieu encadré. Qu'est-ce qui vous surprend, vous, Michel Onfray? Je trouve ça pitoyable, quoi. Cette espèce de Premier ministre qui fait de la communication là-dessus, puis qui est probablement un peu paumé, quoi. Il attendait qu'on lui dise oui, on est très content, puis il dit non, on n'est pas content, quoi. On dit ah bah oui, bon, s'ils sont pas contents, on va faire un peu de com. On dit ah bah si vous n'êtes pas content, c'est bien, c'est que finalement on fait correctement notre boulot. Mais c'est une solution pour les jeunes ou pas? Pas ça, pas des trucs de copains où on a un survêtement et puis on est des potes. Et alors l'autre il nous dit qu'il est avec ses collègues. Oui, il préférerait être avec ses collègues. C'est ses collègues. Il travaille dans un bureau, il a des collègues de bureau. C'est des expressions de jeunes. Ouais, ça nous échappe peut-être, mais c'est des expressions de jeunes. Je ne suis pas très sûr. Ce sont des collègues qui font des points de deal ensemble ou je ne sais quoi. Enfin, puis aller boire ensemble ou manger ensemble. Ou qu'est-ce que ça signifie? On veut rester en tribu, on veut rester en bande. C'est ça qu'il nous dit très précisément. C'est logique de tous les adolescents. J'entends bien. Pas tous. Non, pas tous. Non. L'immense majorité aimera entre eux, s'habillent pareil. C'est pas exactement la même chose quand vous faites ça dans le dos de vos parents parce qu'ils sont en train de regarder une série télévision et que vous êtes en
en relation avec vos collègues, avec votre téléphone portable, et puis que vous êtes en bande dehors alors qu'on vous annonce un couvre-feu. Et puis après, comme de toute façon l'autorité passe pour fasciste aujourd'hui, j'imagine bien qu'ici, on leur dit, on va vous recycler, vous allez faire du flipper éventuellement. Non, il y a quelque chose qui ressort de la formation avec des heures de formation. J'aimerais bien insister mais on ira faire un reportage. À quoi ça ressemble véritablement, mais je ne vois pas comment on peut remettre de l'ordre sans une autorité qui de toute façon est présentée comme mauvaise. L'autorité est présentée comme de l'autoritarisme, et c'est tout de suite du fascisme, de la domination, de la servitude. C'est terminé dans la culture, l'autorité, c'est fini. Mais ça, c'est pas ce que disent les jeunes qu'on vient d'entendre. Ils disent, voilà, on n'a pas envie d'être là, on n'a pas envie d'être contraint. Au fond, c'est ça, c'est zéro contrainte. Ils ne veulent pas de contrainte. Oui, absolument. Donc il faut les leur imposer. Eh bien, ça ne marchera pas quand on fera des week-ends de temps en temps, comme ça, des week-ends de sortie en internat. Et le couvre-feu, est-ce que ça marcherait? Couvre-feu pour les mineurs mis en place. Béziers, Nice, les Pennes, Mirabeau près de Marseille. 67% des Français sont favorables à la généralisation du couvre-feu. Mais ça ne mange pas de pain. C'est autoritaire, ça, non? D'imposer un couvre-feu. Ils s'en moquent éperdument. C'est-à-dire que quand vous allez les retrouver, les mineurs, en train de ne pas honorer ce contrat en disant mais nous on est dehors quand même, il va se passer quoi? Il faut déjà qu'il y ait des policiers pour les contrôler. Oui, d'accord, il faudrait des policiers, puis après on va leur dire c'est pas bien, il faut que tu rentres chez toi. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On les ramène chez eux, et puis voilà. Et puis le lendemain, ça va recommencer. Faut pas faire semblant de dire on restaure de l'autorité quand on n'a plus les moyens de l'autorité. Il faut une police, il faut éventuellement des enseignants, il faut une justice, il faut tous ces choses, il faut une chaîne. Il y a une chaîne, c'est pas juste un Premier ministre qui vient faire le malin là, en disant ça va, les caméras, ça tourne, je peux commencer mon truc. On fait de la communication. Non, c'est-à-dire que restaurer l'autorité, ça suppose la restauration d'un État dont tout est fait pour qu'il disparaisse. On ne peut pas d'une main détruire l'État, sauf quand il s'agit de nous faire payer nos amendes de la route ou nous faire payer nos impôts, et puis de l'autre côté, laisser faire les gens qui nous disent que la police tue. Et finalement, quand on laisse ces gens-là dire, finalement, il y a un moment donné où il y a une déconsidération de la police. Mais là, quand même, c'est une forme de solution, se dire pendant les vacances scolaires, au lieu de les laisser avec leurs collègues, on va les mettre dans un centre où ils sont habillés tous de la même façon, où ils ont le même programme, où ils sont encadrés. C'est quand même une solution pour éviter qu'ils tombent dans la délinquance. Je ne sais une partie de la solution. Non, parce que je voudrais voir très précisément ce qui est dit, ce qui est fait avec des éducateurs, des psychologues, des sociologues, ce qu'on leur enseigne. On fait de la morale, des cours d'empathie, qu'il faut être gentil, qu'il ne faut pas frapper à mort un copain, qu'il ne faut pas insulter, etc., qu'il ne faut pas violer les filles dans des tournantes dans les caves, et que c'est pas bien. Et on va leur refaire de la morale pour les recadrer, et en leur disant, vous savez, si vous faites ça, il va vous arriver des dégottes. Et c'est quoi les dégottes? C'est quoi les dégottes? Ah bah oui, c'est peut-être un mot normand, ça. Il va vous arriver des dégottes, il va vous arriver des histoires, des ennuis, des problèmes. Et donc, à l'évidence, ça ne marche pas. C'est un discours. Ce que je retiens dans cette histoire tout de même, c'est ma mère m'a dit que. Ma mère m'a forcé. Oui, 2 fois. Les deux, ils disent ma mère m'a forcé. C'est pas mon père. Alors, d'abord, ça veut dire que la mère a de l'autorité, quand même, encore un peu. Elle m'a forcé, parce ils y sont quand même. La police lui a fait savoir que sinon, c'était l'enfermement, je présume. Si la mère a l'autorité... Ils ne sont pas encore délinquants, ceux qu'on a vus. Hein. Voilà, j'en sais rien, je ne sais pas. Ils ne sont pas délinquants, oui, ils sont là avant. Il disait, mon fils, il n'est pas délinquant, il a juste fait un cambriolage, il ne va plus à l'école, et puis, voilà, avec un peu de chance, il est dans un point de deal. Mais il n'est pas délinquant, mon fils, et je ne comprends pas ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas comme ça. Écoutez. On va avancer, Michel Onfray. On va parler de la politisation des universités. Alors, on a déjà vu beaucoup ce qui se passait aux États-Unis, avec de nombreuses arrestations sur les campus américains, de la côte ouest et est, notamment après des manifestations pro-palestiniennes. Et puis, il y a bien sûr ce qui se passe à Paris, à Sciences Po, où pas un jour ne passe sans une manifestation pro-palestinienne. Jean-Luc Mélenchon y a tenu un meeting cette semaine. Et après une énième manifestation vendredi, il a tweeté « Vous êtes l'honneur de notre pays, l'image la plus forte que nous puissions donner, vous montrer que les Français ne se résignent pas, n'acceptent pas, ne laissent pas faire sans agir le terrible génocide à Gaza. » Alors déjà sur le mot génocide, la présidente de la Cour pénale internationale a précisé qu'il n'y avait pas de génocide en cours à Gaza. Mais sur l'attitude de Mélenchon et sur l'instrumentalisation qu'il fait de ce qui se passe. Qu'elle porte plainte en disant que génocide n'est pas le mot approprié, puisqu'on le laisse dire en permanence. Moi, quand j'étais à l'université était déjà politisée. Il ne faut pas s'étonner qu'elle se politise. Elle l'a toujours été, donc. Bien sûr qu'elle a toujours été. J'ai eu des profs marxistes-léninistes, trotskistes, ils sont devenus lacaniens. Après ça, ils nous ont défendu l'Europe, l'euro, le marché, etc. Ils sont toutes les bêtises, la plupart du temps, les enseignants, toutes les époques. C'est-à-dire, ils sont marxistes quand il ne faut pas être marxiste. Ils crachent sur le visage d'Albert Camus à cette époque-là, etc., etc. Donc, il y a juste un moment donné où il faut arrêter de faire semblant. Quand le général de Gaulle a dû gouverner la France, qu'il a fallu rassembler tout le monde après la libération, il a bien été obligé de composer avec tout le monde, sauf les collaborateurs. Donc il a recyclé des vichistes, des maréchalistes, d'où Mitterrand, et quelques autres. Simplement, il a laissé la culture à la gauche.
Au Parti communiste, vous ne pouviez pas filer l'intérieur, la justice ou la défense nationale ou l'industrie. Donc effectivement, le milieu culturel... La culture et l'éducation. Elle a préempté, effectivement, la gauche, elle a préempté l'éducation, la culture, le livre, le théâtre, etc. etc. Et ça continue. C'est-à-dire un intellectuel de droite, ça n'existe pas, c'est pas possible. Raymond Aron, c'était pas un intellectuel, c'était, selon le bon mot du général de Gaulle, le journaliste à l'université, universitaire dans son journal. Mais c'était sévère, mais ceci dit, Raymond Aron avait été très sévère avec le général de Gaulle pendant l'occupation, donc il lui rendait la monnaie de sa pièce. Mais la politisation, elle est vieille comme le monde. En même temps, le Robert de Sorbonne qui rend possible la Sorbonne, ou le Collège de France, ça a été créé aussi par François Ier pour des raisons politiques. Donc, faut pas s'étonner. Maintenant, quand Mélenchon utilise le mot honneur, les gens déshonorés ne peuvent pas utiliser le mot honneur. Donc, lui, c'est déshonoré, alors qu'il arrête de renvoyer à l'honneur. Et puis, quand on fait référence à Robespierre, qu'on trouve que Fidel Castro, ça a été formidable, que le communisme, c'était très bien, que l'occupation du Tibet par la Chine, c'est formidable. On a déjà perdu son honneur depuis très longtemps. Et on n'est pas très légitime pour donner des satisfecit en disant bravo les étudiants, dont j'aimerais d'ailleurs que dans les micro-trottoirs, on puisse les questionner un peu sur la nature du problème palestinien. Vous savez, il y avait déjà eu ça, du genre, alors au-delà du Jourdain ou en deçà, et vous voyez, je crois que c'était Mathilde Panot qui, le Jourdain, c'est qui, n'arrivait pas à situer géographiquement. Et puis, il ne savait pas du tout ce qu'était l'enjeu, en disant, mais c'est quoi, je ne comprends pas que vous me posiez une question pareille. Bah oui, mais enfin, ces jeunes garçons-là, qui est encore un peu boutonneux, on a juste envie de leur dire, vous ne voudriez pas qu'on parle un peu, non pas dans le slogan, mais qu'on parle un peu du conflit palestinien. Alors, c'est quoi la Palestine? C'est quoi Israël? Comment ça s'est passé? C'est quoi l'histoire, etc. Est-ce que vous pourriez déjà classer l'arrivée du judaïsme, du christianisme et de l'islam de manière chronologique, etc. Quels sont les grands livres des trois monothéismes? Enfin, 2 ou 3 choses qui permettraient d'être légitimes. C'est ce qu'on est censé apprendre à l'université, peut-être? C'est ce qu'on est censé. C'est pour ça que ce serait bien qu'un micro-trottoir nous permette de savoir où ils en sont en matière de culture historique pour pouvoir être légitime à dire ce qu'ils disent, c'est-à-dire des sottises. Mais il n'y a pas de génocide. Actuellement, et ce sont des gens qui défendent le génocide vendéen qui nous disent que c'est pas... Je rappelle, la France insoumise, les communistes et quelques autres, parce que là, il y a eu chez Robespierre le désir de détruire tous les Vendéens parce qu'ils étaient Vendéens, les hommes, les femmes, les enfants, etc. etc. Il n'y a pas chez les Juifs, dans le gouvernement Netanyahou, quoi qu'on pense de Netanyahou, l'idée de détruire, parce que c'est pas compliqué, on met une bombe atomique et l'affaire est réglée. Ça s'appelle un génocide. Il y a eu génocide quand il y a eu, par exemple, Hiroshima et Nagasaki. Quand on dit on met une bombe, on détruit tout le monde parce qu'ils ont le tort d'être à Hiroshima, ils ont le tort d'être à Nagasaki, ils ont le tort d'être japonais. Ça ne se fait pas comme ça. Alors après, effectivement, comme ça ne se fait pas dans la dentelle, on peut disserter et discuter. Bon, un tout petit mot de la France insoumise encore. Elle, Mathilde Panot, la présidente du groupe des députés insoumis à l'Assemblée, a été convoquée par la direction de la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Je rappelle que le 7 octobre, dans un communiqué, la France insoumise évoquait une offensive armée du Hamas, et non pas une action terroriste, et elle a refusé le 10 octobre de reconnaître le caractère terroriste du Hamas. Jean-Luc Mélenchon, lui, estime que ce sont des méthodes dignes d'une république bananière et que la justice est politique dans notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une façon d'inverser les choses? Bah oui, enfin bon... C'est un deux poids deux mesures. Non, puis après, il va y avoir une bataille sémantique. Et alors terrorisme, pas terrorisme, et puis on aura droit mais vous savez, les nazis, ils appelaient terroristes les résistants, eh bien nous sommes les résistants d'un combat qui a en face de lui des nazis qui sont très proprement les occupants que sont les juifs. Moi je vais vous dire comment ça se passe, où ça se passera ce procès. Allez-y. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sur cette histoire de la sémantique en disant nous avons le droit de ne pas utiliser terroristes, c'était les nazis qui utilisaient ce terme à l'endroit des... Je vous mets mon billet que de toute façon ce sera ça, la bataille sémantique, et qu'on devrait plutôt s'exciter sur des gens qui nous disent qu'ils sont antisionistes, en disant qu'effectivement, du Jourdain pour le coup à la Méditerranée, il faut que la Palestine soit palestinienne, c'est-à-dire qu'on fait quoi des Juifs? Exodus à nouveau, on les remet sur... Là, il y a de l'antisémitisme et qu'on attaque pour antisémitisme cette fois-ci, en disant expliquez-nous ce que vous voulez qu'on fasse des Juifs quand vous les aurez déportés assez probablement sur la côte ouest dans un bateau, vous direz allez par le monde entier, mais laissez cette terre à la Palestine ou aux Palestiniens. Donc il y a un moment donné où le tribunal ne suffit pas, il faudrait qu'il y ait des vrais débats dignes de ce nom. Pas seulement des insultes ou des empoignades, mais qu'il y ait des explications et que les explications sémantiques ne prennent pas le pas. Parce qu'on aura des explications sémantiques. Je vous assure que le terrorisme, on va y avoir droit et qu'il n'y aura pas un procès digne de ce nom. Il y a bien sûr derrière tout ce que fait la France insoumise une stratégie électoraliste. Oui.
On a eu un sondage challenge cette semaine sur les intentions de vote des électeurs musulmans qui sont principalement ciblés par la France insoumise. C'est Manon Aubry qui recueillerait 38% des suffrages, 14% pour Raphaël Glucksmann, 8% pour Marie Toussaint, 6% pour Valérie Ayé et 6% pour François-Xavier Bellamy, Léon Desfontaines, 5% pour Jordan Bardella. Qu'est-ce qui vous surprend ? Est-ce que la stratégie communautariste de la France insoumise est un échec ? Mélenchon veut être président de la République. Et il se dit, j'aurais pu y être président de la République si je m'étais trouvé au second tour, il m'a manqué 400 000 voix. Il pense ce truc-là, c'est en permanence, ça l'obsède. Il n'a pas l'impression qu'il se passe des choses dans la tête des gens et que c'est pas parce que vous êtes présent au second tour que vous allez obligatoirement être élu. Là, il se dit, si je suis au second tour avec Marine Le Pen, je gagnerai. Or, tous les sondages disent qu'il perd. Donc il se dit, je veux mes 400 000 voix et je vais faire ce qu'il faut pour en avoir. Je vais faire ce qu'il faut, avoir ces voix-là. Mais je peux aussi en perdre. Il a un calcul, il dit, bon, si j'en gagne 500 000, c'est bien, si j'en perds 800 000, c'est pas terrible. Donc il fait ce calcul, qu'il les aura, et que contre Marine Le Pen, il gagnera. Je crois que ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passerait pas comme ça. On va parler au conditionnel. 38%, d'une certaine manière, c'est pas beaucoup. C'est trop, probablement, mais c'est pas beaucoup. Donc, à mon avis, c'est un combat un peu perdu, parce que même si ça marchait, ça veut dire qu'on n'y est pas, on est loin. Je pense qu'il perdrait. Et qu'il ferait quoi ? Il mettrait la France à feu et à sang. Je pense qu'il a la haine de la France et qu'il a envie de la mettre à feu et à sang parce qu'il se dit, in fine, si on n'y parvient pas par les urnes, parce qu'il n'en a rien à faire des urnes, on y parviendrait par la violence. Je serai l'homme providentiel et si on fait couler le sang dans la rue, les gens diront, ah, le vieux sage de gauche, parce que là, il nous jouerait le coup, du bon, on arrête tout, la paix, je suis là, je suis l'homme de tout ça. Et puis, le petit père des peuples. Oui, c'est ça. A contrario, le bon score de Raphaël Glucksmann dans l'électorat général, qui est loin devant la France insoumise, incarne peut-être cette gauche qui n'accepte pas les outrances de Mélenchon, selon vous, ou pas ? Glucksmann, c'est Macron moins les outrances, quoi. Et moins les outrances de Macron. C'est-à-dire que c'est exactement même politique européenne. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand, je crois que c'est Valérie Ayé qui dit, il y a une feuille de papier à cigarette entre lui et moi. Bah oui, ça fait des années que je le dis. Les socialistes, ils disent, nous ceci, nous cela. Et puis quand ils sont au pouvoir, c'est exactement la même chose. Donc non, c'est la même chose. Glucksmann et Macron, c'est l'avers et le revers de la même médaille. Simplement, il y a un discours qui est le discours d'un jeune homme qui semble apparaître de nulle part. Et puis l'autre, il est un peu fatigué avec son mandat et demi et ses mensonges, ses outrances, enfin tout ce qu'on sait, quoi. Il n'y a qu'à traverser la rue pour aller trouver un boulot, enfin ce genre de choses. Depuis, ça fait longtemps, quoi. Puis les gens en ont un peu assez de lui. Là, d'un seul coup, il est tout neuf, Raphaël Glucksmann, mais ce sont des vieilles idées. Ce sont les mêmes idées, en tout cas. Ce sont les idées de 1992 du traité de Maastricht. Il était peut-être même pas né, Glucksmann, à cette époque. Michel Onfray, peut-être quand même que si. Non, je dis peut-être, il faudrait faire le compte. On va faire une petite pause. On va justement continuer à parler de l'Europe, évidemment, et des élections européennes. On entendra le grand discours, en extrait du grand discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. À tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, on va parler du discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe pour réaffirmer sa vision de l'Europe. Le président de la République s'est exprimé très longuement dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour une Europe plus souveraine, plus puissante. Ce sont les mots qu'il a employés. Il appelle notamment à un sursaut de l'Europe sous peine de la voir mourir. On va juste écouter un tout petit extrait et je vous passe la parole. La lucidité et l'honnêteté commandent de reconnaître que la bataille n'est pas encore gagnée. Loin de là. Et qu'à l'horizon de la prochaine décennie, parce que c'est cet horizon-là qu'il nous faut saisir, le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué. Parce que nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération de grandes transformations. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Michel Onfray, l'Europe est mortelle. Elle peut mourir, elle peut disparaître, comme le dit le président Macron. Bienvenue au club, cher Manu. Moi, ça fait des années que je fais savoir que les civilisations sont mortelles. On n'a pas attendu, d'ailleurs, que Emmanuel Macron s'empare de cette idée. Elle est déjà chez Paul Valéry, et cette idée, elle a déjà au moins un siècle. Et on la trouve déjà chez Hegel dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, ou sur la philosophie de l'histoire, du moins. Donc, il a découvert que les civilisations étaient mortelles. Je voudrais qu'on puisse lui faire savoir que la France est mortelle aussi, et qu'il contribue à l'assassinat de la France avec... Il aurait mieux fallu qu'il parle de la France que de l'Europe ? Si on voulait ça, il ne fallait pas voter pour lui, parce qu'en voilà un qui n'aime pas la France.
France et qui n'aime que l'Europe. C'est-à-dire on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas dire que le président n'aime pas la France. Si, non. mais bien sûr que si. Il a été élu par les Français, 2 fois de suite. Il y a 50% des gens qui n'y sont pas allés, et parmi ceux qui y sont allés, plein de gens qui ont été terrorisés à l'idée que si c'était Marine Le Pen, ce serait le fascisme qui reviendrait en France avec une puissance de force médiatique, culturelle, universitaire, etc., qui a fait que nous pouvons disserter sur la nature de cette élection. Il a découvert que les civilisations étaient mortelles, formidable. Quand je le disais, moi j'étais un fasciste. Quand je défendais le souverainisme, je défends toujours, j'étais aussi un fasciste. Il défend le souverainisme, formidable. Simplement, il dit souverainisme de l'Europe. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il n'aime pas la France, donc c'est pas le souverainisme de la France. On ne peut pas avoir les deux, sauf chez Macron. C'est Céleste. On peut aimer la France et aimer l'Europe. Non, il y a plein de gens qui aiment la France et l'Europe. C'est pas possible. Il y a un moment donné où quand il vous faut choisir l'un ou l'autre, vous êtes obligé de sacrifier l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir, sauf dans un monde de bisounours, une France et une Europe qui s'entendraient tellement bien que ce serait formidable. Le général de Gaulle a bien fait savoir qu'effectivement, si on défendait la France, ce serait au détriment de l'Europe. Et si on défend l'Europe, c'est au détriment de la France. Donc si c'est la souveraineté nationale, c'est pas la souveraineté européenne. Si c'est la souveraineté européenne, c'est pas la souveraineté nationale. Il faut qu'il arrête d'essayer de vendre ça. C'est un produit frelaté. Ça n'est pas possible. Il met l'Europe sans cesse en avant. Voilà pourquoi je vous dis effectivement que tous ceux qui, depuis 92 et le traité de Maastricht, nous disent qu'il faut renoncer à notre souveraineté, ce qui a été le cas, n'aiment pas la France. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il faut qu'il renonce à sa liberté, à son autonomie ou à ses dépendances et de dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est votre compagnon ou votre compagne, je t'aime tellement que je souhaiterais que tu n'aies plus de pouvoir sur toi-même, que tu n'aies plus la possibilité de décider de ta vie, que tu ne puisses pas choisir ta profession, ton mode de vie, etc. Quand on dit ça à la France, c'est qu'on n'aime pas la France. Donc on l'a dit, ces gens-là l'ont dit en 1992, et depuis 1992, c'est le traité de Maastricht, ils continuent à le dire, les Glucksmann, etc. Tous d'ailleurs, ils le disent plus ou moins, les candidats aux européennes, tous, il n'y en a pas un qui touche à l'Europe. C'est le totem. Si vous touchez à l'Europe, effectivement, c'était le sujet de Front Populaire, du numéro Alors Front Populaire. je cite Front Populaire, l'Europe démystifiée, le dernier numéro de Front Populaire. Oui, parce que c'était mon titre, en disant le totem et EST tabou. Enfin, je reprenais un jeu de mots avec le titre de Freud, mais on ne touche pas à l'Europe. Elle est formidable, elle est fantastique, etc. Personne ne dit... En 92, vous l'avez vantée et célébrée avec un certain nombre d'arguments. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait les reprendre. Elle est formidable, votre Europe ? Elle est vraiment formidable. C'était normalement la fin du racisme, de l'antisémitisme, du chômage, de la pauvreté, de la misère et des guerres. Je vous rappelle que c'était les éléments de langage en 92. Aujourd'hui, on dit, faisons le bilan. Et alors, plus de guerre, plus d'antisémitisme, c'est terminé, plus de racisme, plus de... etc., hélas. Eh bien, on dit encore de l'Europe. Et c'est cette Europe-là qui est formidable. Et on continue. Et toujours plus d'Europe. Exactement comme le communisme n'était pas assez réalisé, c'est pour cette raison qu'on avait le goulag. Donc, il fallait plus de goulag pour qu'il n'y ait plus de goulag. Eh bien là, il faut encore plus de précarité pour qu'on ait une Europe qui marcherait vraiment. Et puis, l'Europe, c'est une vieille chose. C'est une vieille affaire. Et c'est assez terrible que, d'un côté, on ait un pape qui soit aussi peu soucieux de l'Église, par exemple, et qu'on ait aussi un chef de l'État français qui soit aussi peu soucieux de l'État français et qui soit tellement soucieux de ce qui se passe en face. L'Europe l'obsède et je crois qu'il envisage son avenir personnel. Donc non pas. Être président de l'Europe. Eh ben, je pense qu'il a envie de changer cette Europe pour qu'elle devienne effectivement une Europe fédérale avec une présidence qu'il pourrait guigner parce qu'il a l'âge qui lui permet ça. Michel Onfray, vous avez signé cette semaine un appel de 50 personnalités publié dans le Figaro, justement pour demander que l'on soumette au vote populaire, au référendum, tout nouveau projet de traité européen, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'Union européenne. Oui. Parmi les signataires, Arnaud Montebourg, Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur, Pierre-André Taguieff. Vous voulez qu'on ne puisse plus étendre à l'infini l'Europe sans que les peuples aient leur mot à dire? Je dis que les peuples ont disparu chez ces gens-là qui ne pensent qu'en termes de techniciens, de technocrates, de commissions. Un Fabius, par exemple, qui nous dit mais que la démocratie, c'est plus la démocratie, elle s'appelle Laurent Fabius. Quand il a dit j'ai décidé, c'est constitutionnel, allez, on peut y aller. Et puis un petit coup de fil avec machin, bidule, un tel qui nous dit ouais, allez, vas-y, fais passer ce truc. Oui, mais le Sénat a voté contre, c'est pas grave. L'Assemblée nationale a voté au pour, du moins. Mais c'est pas grave non plus, t'as qu'à dire que c'est anticonstitutionnel. Ah ben c'est anticonstitutionnel, donc on peut pas. Ah bon, ben c'est anticonstitutionnel, donc Sénat, poubelle. Assemblée nationale, poubelle. Référendum poubelle. Je rappelle que le référendum de 2005, ça ne convient pas. 2008, on dit on le met à la poubelle. Et ces mêmes gens-là, les Fabius et les autres, l'UMP et puis le Parti socialiste, sont tous des gens qui ont dit le peuple peut se tromper. Et même Jacques Attali fait savoir que tout a été verrouillé pour qu'on ne revienne pas sur l'Europe. Qu'est-ce que c'est que ça? Des traités sur lesquels on ne peut pas revenir, c'est jamais gravé totalement dans le marbre. Et donc il y a un moment donné où on voit bien que la démocratie n'est plus là, que le peuple, on en fait totalement l'économie, qu'il faudrait en gros donner les pleins pouvoirs à une secte, quoi, à des gens qui sont 3 personnes ici, 10 personnes là, un conseil. Qui ne sont pas élus.
Non, qui sont nommés par des gens élus. Et les gens étant élus, j'en parlais tout à l'heure il y a quelques minutes, en disant qu'ils sont élus d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire avec tellement de propagande, on nous dit oh la Russie, elle va influencer sur le cours des choses. Mais il n'y a pas que la Russie qui influence sur le cours des choses. Ça fait des années qu'on nous raconte une mythologie incroyable qui fait que, in fine, quand on a des élections présidentielles, le Parti communiste, le Parti socialiste, la droite, les droites, etc., nous disent tous votez Macron. C'est drôle. Vous finissez toujours par avoir des gens qui vous disent, y compris le Parti communiste, il faut faire barrage au Front National et voter Macron. Tous ces gens votent Macron. Bon, le système, il est en place par ces gens-là. Et les électeurs, ils ont compris ça. Ils ont compris qu'on et alors, justement, en parlant des élections européennes, ils ne sont pas très motivés, visiblement, les Français. 1 sur 2 dit qu'il ne veut pas se rendre aux urnes. Oui. Pourtant, c'est extrêmement important d'aller voter le 9 juin. Non, parce qu'ils ont le verrouillage qui leur permet de faire de telle sorte que cette élection ou rien, ce sera la même chose. C'est-à-dire où l'élection va dans le sens... Oui, bien sûr. Il ne se passera rien après le c'est un logiciel. C'est le logiciel qui a fonctionné en 2008 avec le traité de Lisbonne fonctionnerait si, effectivement, il y avait une majorité, disons, souverainiste à l'Europe. Ce serait encore verrouillé par des commissions qui expliqueraient qu'on va nommer machin ici, bidule là, et qu'on va passer par-dessus la tête des électeurs. C'est ça le cas. Moi, je n'irai pas voter non plus. Je fais partie de ces gens qui ne se déplaceront pas. Abstentionniste. Oui, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pour le comptage, là, comme ça, on pourra savoir si je suis de droite ou de gauche ou je ne sais quoi. Je suis pour la France, d'abord. Et si c'est une France de droite, c'est ma France. Si c'est une France de gauche, c'est ma France aussi. Mais ces gens-là ne sont pas pour la France. Et donc, il y a un moment donné où je dis, continuez à vous amuser, mais sans moi. Et puis, les gens ont bien compris. Ils ont tous bien compris. Il n'y a pas un candidat sérieux qui veuille la sortie de l'Europe ou un autre type d'Europe qui ne serait pas une Europe fédéraliste. Tout le monde y va. Donc, il y a un moment donné où on dit, non, on est sur le Titanic, il est en train de couler. Vous me demandez si je préfère jouer au billard. Oui, alors vous nous dites qu'il faut donner la parole au peuple, et quand le peuple a la parole, il n'y va pas. Non, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la parole au peuple. Donner la parole au peuple, c'est le référendum. Quand des gens comme Fabius disent mais on ne fait pas de référendum sur l'immigration, on connaît le résultat, alors faites-le, et puis on verra le résultat. Et quand vous connaissez le résultat et que le résultat ne vous va pas, vous ne le demandez pas. Alors, ces gens détestent le référendum. La dernière fois, c'était quand ? 2005 ? 2005. Ça fait quoi ? 20 ans, presque 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un référendum. Mais quand il y en a eu un et que c'était un référendum qui n'était pas national, je crois que c'était sur l'aéroport de Nantes, on a demandé son avis aux gens, et puis après on a dit finalement on s'en moque et on va faire le contraire de ce que vous nous avez dit. Il y a un mépris du peuple qui est terrible. Le peuple commence à comprendre qu'il est méprisé et c'est très bien. Un petit clin d'œil en parlant d'Emmanuel Macron. Il y a eu un jour le grand discours de la Sorbonne dont on parlait à l'Europe et sur l'Europe. Et la veille, il a fait un match de football, crampon au pied, pour la bonne cause, la Fondation des Pièces Jaunes. Match organisé à Plaisir dans les Yvelines. Il a marqué un penalty que l'on voit en ce moment même. Un président qui fait du sport, qui se mobilise pour la bonne cause, pour les enfants malades. Rien de choquant là-dedans, Michel Onfray. C'est la télévision coréenne, ça. Ce sont des images de télévision coréenne. J'aime bien vous provoquer. Le chef de l'État, oui, mais moi aussi. Si vous avez le chef de l'État à qui on a dit tu vas marquer un penalty et le goal va regarder le ballon rentrer. Et une fois que le ballon sera rentré dans les buts, il va se jeter par terre. C'est pas si vous êtes un grand expert de football. Je ne suis pas expert, mais enfin, on voit bien la machination. Là. C'est une manipulation terrible. Au-delà de Je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux. Parce que la charité, c'est le contraire de la justice. Je ne trouve pas normal qu'on aille fouiller les fonds de poche pour trouver des pièces jaunes uniquement parce qu'on n'a pas les moyens de faire des hôpitaux pour les enfants. Pour construire des maisons de parents à côté des unités pour arrêtons, ça fait des années qu'on envoie de l'argent à la Palestine, ça fait des années qu'on envoie de l'argent à l'Ukraine, ça fait des années qu'on envoie de l'argent à la Chine. Vous vous rendez compte, la France envoie de l'argent à la Chine. C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Non, mais c'est pas possible. Vous savez bien qu'avec votre propre porte-monnaie, il y a un moment donné, vous pouvez pas tout donner à tout le monde. Il y a un moment donné, vous avez un budget, vous dites ça, on va pas pouvoir, on a dépensé ça, donc voilà. Si on veut, qui plus est, sauf à s'endetter. Mais ça, ils savent très bien faire. Il y a juste un moment donné où on devrait, avec les impôts, on en paie beaucoup, et tout le monde en paie des impôts. La moitié des Français seulement. Non, tous les Français, c'est-à-dire Après, oui, par le biais de la TVA. Oui. Et moi, je ne suis pas gêné, au contraire, je trouve très bien de payer des impôts. Avec l'argent que je gagne, je trouve ça très bien. Mais les gens simples et modestes qui vont chercher leur pain le matin pour faire leur petit déjeuner, le pain, c'est imposé, le café, c'est imposé, le beurre, c'est imposé. L'essence. Tout est imposé. Donc, ils paient des impôts. Tout le monde paie des impôts, pas seulement les gens qui paient des impôts sur le revenu. Et donc, il y a juste un moment donné où on a envie de dire, peut-être que vous pourriez, avec nos impôts, faire autre chose que ça. On n'est pas sûr. Je me dis, ça fait des années que la France et l'Europe envoient de l'argent à la Palestine, avant le 7 octobre. Est-ce que vous pensez que c'était vraiment nécessaire d'aider la Palestine, notamment à faire ses souterrains, puisqu'on savait que ça servait essentiellement à ça, alors qu'on est obligé de faire semblant à jouer au football et de faire semblant de marquer des buts et de faire semblant... Je n'arriverai pas à vous réconcilier avec Emmanuel Macron, Michel Onfray. J'essaierai quand même, mais bon, je n'y arriverai pas. J'aimerais qu'on avance et qu'on garde un peu de temps pour évoquer un débat de société extrêmement important. Le débat sur la gestation pour autrui, c'est-à-dire le fait d'avoir un enfant par le biais d'une mère porteuse, qui est une pratique interdite en France, mais autorisée dans de nombreux pays, notamment les États-Unis. Le débat a rejailli dans l'actualité après que le créateur
de vêtements français Simon Porte-Jacquemus ait publié aux côtés de son compagnon un cliché d'une photo de ses 2 enfants qu'il a eu par GPA. On voit un petit garçon et une petite fille. Et la réaction de Marion Maréchal a provoqué un certain nombre de réactions indignées, notamment de la part d'anciens membres ou de membres du gouvernement. Où est la maman ? A tweeté Marion Maréchal en réaction à cette photo. On va écouter Marion Maréchal, qui était sur CNews pour expliquer sa position, et Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, qui, elle, estime qu'il s'agit de l'homophobie. On écoute les deux et je vous passe la parole. Moi, je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique, qui, je le dis, le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse. Voilà, monstrueuse et honteuse. Et je pèse mes mots. Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. Je ne suis pas un produit à louer. Mon utérus n'est pas un produit à louer. Les enfants ne sont pas des biens de consommation. Ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Et puis, c'est un business. C'est un énorme business de traite humaine qui représente 14 milliards d'euros en 2022. Voilà. Quand un couple, quelle que soit la composante de son couple, femme, homme, 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 femme, femme, accueille et célèbre avec joie l'arrivée d'enfants dans son foyer, en général de façon assez simple, je pense que dans nos vies perso, la première des réactions, c'est de dire félicitations. La première des réactions, c'est ça. Et pas de s'empresser de tweeter pour poser une question, où est la maman ? Sachant que, arrêtons de faire comme si nous ne savions pas, Marion Maréchal Le Pen est opposée au mariage pour tous. Elle y est opposée. Donc pour elle, effectivement, c'est une vocation politique de se servir d'un fait de joie. Voilà, pour cet échange à distance entre Marion Maréchal et Prisca Thévenot, vous avez écrit à de nombreuses reprises là-dessus sur la GPA, notamment dans le fétiche et la marchandise aux éditions Bouquin, Michel Onfray. Il faut savoir écouter les arguments des deux camps, en sachant que la GPA est interdite dans notre pays, mais que la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger est reconnue. On peut les inscrire à l'état civil français. C'est une circulaire qui est prise il y a quelques années. Comment vous vous positionnez sur ce débat ? Dans le respect des enfants qui sont là, J'aimerais bien qu'on parle des enfants justement, et pas juste des parents, du narcissisme des parents, de l'égotisme des parents, de cette façon de dire c'est mon sperme et c'est moi, c'est je. Il n'y a pas d'amour là-dedans pour vous ? Le fait de vouloir un enfant, il n'y a pas d'amour ? Quand vous allez voir une prostituée, il y a de l'amour, vous pensez ? Vous payez ? Moi je ne sais pas. Non, je pense que quand on paye, il n'y a pas d'amour. Alors les fameuses GPA éthiques, je veux bien qu'elles existent. On nous dit il n'y a pas un centime de versé. GPA éthiques, ça serait sans argent. Voilà. Parce qu'effectivement, ça coûte très très cher. Et n'importe qui ne peut pas se le permettre. Alors cette insulte, parce que c'est Madame Thévenot qui nous fait savoir que Marion Maréchal Le Pen fait de la politique, mais elle aussi fait de la politique. C'est pas d'un côté, c'est pas bien, elle fait de la politique avec ce sujet. Elle aussi fait de la politique sur ce sujet. Si on veut vraiment parler du statut psychique des enfants, on parle pas de la question homosexuelle. Alors parlons de la question homosexuelle. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pour le mariage homosexuel et j'ai toujours dit que j'étais pour la possibilité d'adopter pour les parents homosexuels des enfants qui existent déjà, qui n'ont pas été achetés, vendus, qui n'ont pas fait l'objet d'une transaction financière. Donc c'est pas une question d'homophobie, c'est juste une question de préservation du psychisme de l'enfant. C'est-à-dire que les enfants n'existent pas. C'est une variable d'ajustement. On les prend, on les jette, on les vend. Vous avez la possibilité d'avoir un enfant, puis finalement, si l'enfant est handicapé, vous avez la possibilité de n'en pas vouloir. Moi, j'ai lu pas dans notre pays. Mais j'ai lu des contrats aux États-Unis, je vous assure. Aux États-Unis, oui, ça dépend des contrats, mais moi, les contrats que j'ai lus quand j'ai fait le fétiche et la marchandise, je vous assure qu'il y a une vingtaine de pages, c'est un contrat vétérinaire. C'est un contrat vétérinaire. Effectivement, on dit, madame, vous êtes un utérus. Vous n'êtes rien. Quand cet enfant naît, on vous demande de ne pas le toucher, de ne pas le regarder, de ne pas vous attacher. Vous acceptez qu'on puisse le prendre, on puisse le donner aux parents qui s'en vont avec le paquet de chair qu'ils ont acheté, etc., etc. Moi, je reste de gauche. On ne peut pas dire ça. Si, on peut le dire. Des enfants, Michel Onfray. Eh bien, c'est bien pour ça. C'est bien parce que ce sont des enfants. Qui grandissent, qui vont à l'école, qui sont en but je suis entièrement d'accord. à leur famille. Bien que ce couple-là adopte des enfants, je n'ai rien contre ça. J'ai contre le fait qu'on puisse effectivement louer des utérus, comme Pierre Berger nous disait qu'il était facile de le faire, grand argentier de Ségolène Royal. Oui, mais enfin bon, on a le droit de dire qu'il l'a dit. Il y en a une qui est encore là pour répondre, c'est Ségolène Royal. Et Ségolène Royal avait des campagnes présidentielles financées par ce monsieur qui se disait de gauche. Elle est contre la GPA.
Oui, d'accord, mais bon, enfin, peu importe, on ne va pas faire le procès de Ségolène Royal. Non. Je veux juste dire que l'homme de gauche que je suis persiste à être du côté de Cosette et de Fantine et pas du côté des Thénardier. J'ai souvent dit, c'est-à-dire que quand vous lisez dans Les Misérables ce qui s'est passé, à gauche, effectivement, on estimait que les Thénardier, c'était des bandits de grand chemin et que vous aviez de l'autre qui exploitait la misère humaine. Et là, effectivement, la gauche disait non, on est du côté de la veuve et de l'orphelin. Là, d'un seul coup, on dit non, c'est-à-dire la gauche progressiste, si tant est qu'on puisse associer ces deux mots-là, eh bien, elle est du côté des Thénardier. Vous ne pouvez pas comparer les Thénardier à un couple homosexuel qui veut avoir un enfant qui veut fonder une famille. Je dis qu'on peut être un couple homosexuel, je vous répète, on peut être un couple homosexuel, on peut fonder une famille, on peut avoir des enfants, pourvu qu'on les adopte. Donc je veux bien qu'on fasse un procès en homophobie, et il y aura ça sur les réseaux, et j'en ai rien à faire. Je dis simplement que le statut de l'enfant, le statut psychique de l'enfant, moi je sais auprès des miens, je ne vais pas rentrer dans un détail familial, etc., le poids que ça pèse, l'absence du père, l'inexistence du père, le trou psychique qu'il y a dans l'âme d'un enfant quand il ne sait pas de qui il procède, quand il découvre qu'il procède d'un géniteur qui n'est pas forcément son père, quand il procède d'une gestation, d'un don de sperme ou ce genre de choses. C'est pas un truc léger. Ah tiens, j'ai appris aujourd'hui que mon père n'était pas mon géniteur et que, accessoirement, c'était le voisin qui lui-même... Je vous assure même que ça si on est aimé par ses parents, tout ça. Ça fait pas tout, l'amour. D'accord. Je l'ai beaucoup dit, moi. L'amour, ça fait quand même beaucoup. J'ai dit, ça fait pas tout. J'ai pas dit, ça fait rien. Je dis juste que le psychisme est ainsi fait que l'identité, c'est pas un truc de fasciste, l'identité. C'est juste de dire que quand on procède d'une transaction financière, qu'on a été acheté, vendu, qu'on a été porté par quelqu'un qui est quelque part dans la nature sans qu'on sache qui il est, qu'éventuellement, le sperme dont on procède, c'est celui d'un inconnu, que éventuellement c'est le sperme d'un viol. Parce qu'on peut dire après tout, un violeur c'est quoi ? Non, c'est pas grave pour l'enfant. Mais non, justement, c'est grave pour l'enfant de procéder d'un sperme de violeur, etc. Donc réfléchissons à tout ça, y compris avec les psychanalystes. J'ai beaucoup bataillé contre les psychanalystes, mais les psychanalystes disent sur ce sujet du père ou d'une figure, reconstituons la famille. Moi, je suis pour le fait qu'on puisse repenser ces questions d'identité, mais c'est pas léger d'acheter des enfants, de vendre des enfants. Il y a un sondage qu'on a fait, c'est pour CNews Europe 1 et le JDD, qui va vous étonner, Michel. On a posé la question aux Français. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à la GPA ? 59% des Français sont favorables à la GPA, 41% pas favorables. Quand on regarde, ce sont surtout les femmes qui y sont favorables, les jeunes également. À gauche, 65% des personnes interrogées sont favorables. À droite, 49%. Et surprise, parmi les électeurs du Rassemblement national, ils sont 55% à approuver la GPA. Quelle conclusion vous pouvez en tirer ? Écoutez, moi j'ai entendu une femme, j'ai oublié son nom, je ne suis pas très fan de cinéma, c'est une actrice américaine, je crois, qui a demandé une GPA parce qu'elle ne voulait pas de vergeture. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait parfois des bonnes raisons d'être pour la gestation pour autrui. Vous avez des femmes qui disent « mais moi je veux gagner beaucoup d'argent, m'amuser pendant un certain temps, et puis je n'ai pas envie de m'encombrer avec une gestation, avec une grossesse ou une maternité, donc je ferai faire ça en payant. » C'est ce que nous dit ce sondage ? Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que quand on dit « les femmes disent que », je dis il y a dans les femmes des raisons, chez ces femmes, des raisons qui ne sont pas forcément toujours présentables. Et puis après, je ne sais pas quelle est la question, comment elle a été posée. Vous êtes favorable à la GPA ? Oui, c'est ça, mais oui, c'est ce que disent les sondages. Oui, le nôtre en tout cas. Oui, tous les sondages qui pour certains, n'avaient jamais vu l'apparition de Le Pen au deuxième tour, la disparition de Jospin, etc. Les sondages, vous savez... Mais ça ne dit pas une forme de tolérance de la société ? Ça dit qu'il y a une espèce de propagande depuis des années qui fait que, assez probablement, on n'a pas le détail, mais assez probablement chez les jeunes... Ah, les jeunes, ils sont favorables largement. Évidemment, 60%. évidemment, puisque si vous êtes contre, vous êtes homophobe. Donc si vous êtes homophobe, vous n'avez pas envie. D'un seul coup, vous êtes un salaud, un fumier, une ordure, un nazi, Adolf Hitler en personne. Donc évidemment, vous n'avez pas envie d'être ça. Donc évidemment, vous êtes pour, c'est un progrès, etc. Mais là encore, comme on parlait tout à l'heure des étudiants pro-palestiniens, j'aimerais j'en ai parfois des discussions avec des jeunes en disant « Ah bon, expliquez-moi, savez-vous ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne ? Ah oui, non, je ne savais pas exactement. Ah bon, bah oui, effectivement, c'est pas si, etc., etc. » Donc bon, je pense que les gens qui ont envie de faire avancer cette idée-là, évidemment, ont intérêt à ce que des sondages comme ceux-là apparaissent. Moi, j'aimerais avoir les... Là, il n'y a pas d'intérêt. C'est nous qui avons décidé, avec l'Institut de sondage CSA, de faire poser la question. Oui, mais moi, je vous dis que quand la question est posée comme ça, j'aimerais avoir les 50 pages qui sont les 50 pages qu'on fournit quand on achète... Je vous assure que si les Français avaient dit qu'ils étaient choqués, on l'aurait dit. Non, je dis pas que les Français n'ont pas dit ça. Je dis simplement que souvent, les sondages sont faits pour qu'on obtienne une réponse particulière à une question particulière, parce qu'on a des intérêts. Je pense que vous n'avez pas la naïveté de croire que les sondages disent la vérité du monde. Non, elles disent à l'instant T. Ils ont des commanditaires avec des gens qui ont travaillé, les instituts de sondage, vous avez vu les immeubles qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est pas juste pour poser 2 questions de micro-trottoir. Tout est bien travaillé pour que vous puissiez faire la bonne réponse. Mais dans réponse. L'électorat conservateur, le fait que 55% des sympathisants Rassemblement national soient favorables à cela, ça ne vous surprend pas ?
Non, parce que je vous dis, là aussi, vous avez une jeune génération qui, elle, subit une espèce d'endoctrinement depuis une trentaine d'années et que c'est un peu normal. Moi, je peux vous dire aussi qu'on peut poser un certain nombre de questions sur les écocides ou sur ce genre de choses, ou sur la voiture hybride ou sur les éoliennes. Et évidemment, il y a une jeunesse qui vous dira évidemment qu'il faut être pour la voiture électrique, évidemment qu'il faut être pour les éoliennes, évidemment qu'il faut être pour la gestation pour autrui. Et puis, si vous êtes contre, on vous dit vous êtes vieux, vous avez votre âge, vous êtes un boomer, vous êtes un fasciste, en plus de ça, vous êtes un nazi, et puis vous êtes un homophobe, et puis vous êtes un égoïste, vous êtes un climato-sceptique, enfin toutes ces choses. Non, les sondages sont des instruments de gouvernement, et depuis toujours. Ça a été fait pour ça, d'ailleurs, par les Américains, tout à fait au départ. Et je veux bien les commenter, mais je ne pense pas que les Français, la vérité des Français soit là, que la sociologie soit là. En tout cas, merci Michel Onfray de nous avoir éclairé sur vos positions. Elles ne m'étonnent pas, vous les aviez déjà largement évoquées dans nombre de vos ouvrages, notamment Le fétiche et la marchandise aux éditions Bouquin. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure en notre compagnie. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Avec plaisir. L'info continue sur CNews.